À 15h28, à la une de l'actualité, cette situation sanitaire critique dans les Alpes-Maritimes et en particulier à Nice où s'est rendu aujourd'hui Olivier Véran. Les taux d'incidence du Covid-19 y explosent et un renforcement des mesures sanitaires sera annoncé d'ici 48 heures. Parmi les pistes, durcissement du couvre-feu ou encore confinement partiel ou total dans le département ou encore accélération de la vaccination. Dans le même temps, la crainte d'un grand relâchement en contrôle de police renforcé. Les autorités craignent une baisse de la vigilance avec le beau temps, d'autant que la tendance n'est pas bonne depuis 3 jours, c'est ce que dit Olivier Véran. Une bonne nouvelle en revanche sur le front de la vaccination. Le sérum de Pfizer-BioNTech peut finalement être conservé à des températures bien moins contraignantes. Moins 15 degrés pendant 2 semaines au lieu de moins 70 tel que prescrit actuellement. Un espoir d'accélération des campagnes vaccinales. L'intention terroriste écartée à Pau après l'agression mortelle d'un responsable de centre d'accueil pour réfugiés. Le suspect en garde à vue a reconnu les faits. Il nourrissait une rancœur selon la procureure, un Soudanais déjà condamné pour des faits de violence. Olivier Véran était donc en visite aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes et à Nice où les taux d'incidence sont bien plus forts que sur le reste du territoire. Et ce qui inquiète les autorités sanitaires et politiques, le ministre de la Santé a annoncé des concertations ce week-end avec prise de décision sur des mesures plus strictes d'ici 48 heures. Joanne Rouquet est à Nice, on écoute ces diverses pistes qui sont étudiées actuellement. Le ministre de la Santé veut serrer la vis ici dans le département des Alpes-Maritimes où le taux d'incidence ne cesse justement de flamber. Il atteint même jusqu'à 751 cas pour 100 000 habitants dans la métropole de Nice-Côte d'Azur. Il a tenu aussi à rappeler aux personnes qui viennent se balader sur la promenade des Anglais, souvent des touristes ou même des Niçois, qu'il faut tout de même respecter les gestes barrières malgré l'air pur de la mer. Afin de calmer l'épidémie, le ministre de la Santé évoque plusieurs pistes et il évoque même un reconfinement local, une concertation va avoir lieu ce week-end. Une réponse sera donnée d'ici demain soir. Je vous propose d'écouter justement Olivier Véran à ce sujet. Je pense, j'ai peur, monsieur le maire, que ça ne suffise pas et qu'il nous faille prendre des mesures supplémentaires en plus du couvre-feu, en plus des restrictions qui existent déjà à Nice comme dans toute la France. Ici, dans les Alpes-Maritimes, à l'échelle du département, je demande au préfet de département de continuer la concertation que j'ai initiée ce matin avec l'ensemble des élus du territoire pour que d'ici à la fin du week-end, nous puissions prendre des mesures complémentaires de protection de cette population des Alpes-Maritimes face à cette flambée épidémique. Ça pourrait prendre la forme d'une accentuation du couvre-feu, voire d'un confinement partiel ou total dont nous verrons les modalités de mise en place sur ce département, je le redis, dans les 48 heures qui viennent. Renforcement des mesures que souhaitent et attendent les personnels des services hospitaliers pour pouvoir souffler un petit peu car tous les services sont saturés. Le ministre de la Santé a également annoncé la livraison de 3500 doses de vaccins Pfizer et plusieurs milliers de doses d'AstraZeneca d'ici lundi pour accélérer la vaccination ici dans les Alpes-Maritimes. Plus de doses de vaccins dès lundi, on vient de l'entendre, et un possible reconfinement local. Écoutez les médecins, il n'y a pas 50 solutions, surtout quand les hôpitaux arrivent à saturation, comme c'est le cas à Nice. C'est l'espoir que peuvent partager les professionnels de santé et les responsables politiques, le maire de Nice comme le ministre de la Santé. Au-delà, il n'y a pas beaucoup de mesures possibles et envisageables. Donc, où on durcit le statut actuel, où on le rigidifie au point de rendre toute sortie impossible. Et on a vu à quel point il était difficile de priver les Niçois de la plage ou de la promenade des Anglais. Et c'est vrai surtout le littoral des Alpes-Maritimes. Donc la stratégie conduite et le petit délai de 48 heures qu'on se donne est raisonnable. De toute façon, on ne voit pas ce qu'on pourrait faire raisonnablement d'autre. On ne peut pas obliger les gens à ne pas respirer. On ne peut pas les obliger à rester confinés chez eux durablement. Ce sera en tout cas très mal vécu. Si on peut l'éviter, on l'évitera. Et le problème des enfants à l'école, le problème des sports, le problème de la réouverture de la culture, tout ça pose des problèmes qui échappent à la santé et qui sont d'ordre du politique ou du sociétal ou du psychologique qu'il faut prendre en compte. Un message de vigilance du corps médical, d'Olivier Véran également en ce qui concerne Nice, mais même au-delà, puisque le ministre de la Santé alerte sur une tendance qui n'est pas bonne sur tout le territoire national également. Hier, les chiffres n'étaient pas bons de l'épidémie à l'échelle du pays. Il y avait plus de 3000 cas supplémentaires par rapport au vendredi de la semaine précédente. On ne fait pas une politique de santé sur la base des chiffres d'une journée ni de 2 jours, mais on a un suivi épidémique qui nous permet de savoir quelle est la tendance. Et si cette tendance n'est pas bonne, elle nous nécessitera que nous prenions sans tarder des mesures supplémentaires. Si à l'inverse, la tendance devait se stabiliser ou revenir, je dirais, dans des eaux plus favorables, alors nous pourrions envisager d'autres choses. Mais je vous le dis, à l'heure actuelle, la tendance sur les
les 3 derniers jours n'est pas bonne. Ce que je vous dis, et ce que j'ai dit jeudi dernier, ce que nous disons avec le Premier ministre, et le Président de la République a déjà eu l'occasion de s'exprimer directement pour le dire, c'est que nous agissons au bon moment quand il le faut, par anticipation, ni trop tôt, ni trop tard. Et parmi tout ça, une bonne nouvelle quand même à vous donner, et il en faut. Elle concerne le vaccin Pfizer. Il peut finalement être conservé à des températures bien moins froides que celles prescrites jusqu'à présent, jusqu'à 15 degrés contre les moins 70 qui étaient recommandés. C'est valable en tout cas pendant 2 semaines, c'est ce que dit le fabricant, mais ça va quand même bien faciliter toute la logistique autour du vaccin. La correspondance à Berlin de Violette Bonnebas. Selon le laboratoire allemand, son vaccin reste stable pendant 2 semaines à moins 15 degrés, c'est-à-dire la température d'un congélateur médical classique. Cela va faciliter effectivement le travail au quotidien dans les centres de vaccination, mais ce n'est pas tout. Cela veut dire aussi que ce vaccin, il va pouvoir être administré en pharmacie, par exemple, en cabinet médical, sans avoir besoin d'un congélateur spécial, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors attention, la règle ne va pas changer dès demain. Il y a tout un processus d'autorisation auprès des autorités européennes, tout d'abord, et c'est un processus qui devrait prendre plusieurs semaines, a dit le laboratoire BioNTech. Ce vaccin germano-américain, on sait qu'il est très efficace contre la Covid-19, on sait aussi qu'il serait efficace contre les variants, et ici c'est de loin le vaccin privilégié par les Allemands à 80% contre seulement 3 petits pourcents pour le vaccin AstraZeneca. Ici, il y a un rejet du vaccin AstraZeneca, une méfiance qui est telle que ces derniers jours, des milliers de personnes ont refusé de se faire vacciner, alors même qu'elles y avaient le droit. Résultat, la campagne de vaccination en Allemagne prend du retard. Seul 4% de la population a reçu sa première injection. C'est moins qu'en France. Alors cette bonne nouvelle, ces nouvelles règles de stockage qui pourrait arriver prochainement pour le vaccin Pfizer-BioNTech, ce vaccin Made in Germany, eh bien, l'espoir des autorités maintenant, eh bien, c'est que cela change un petit peu la donne. Retour en France où le week-end, les vacances scolaires et puis le beau temps qui arrive à partir d'aujourd'hui font craindre un certain relâchement des Français. On prend la direction de la capitale pour vous retrouver, Célia Giusfredi. Vous êtes près du canal Saint-Martin. On se regroupe généralement les Parisiens dès qu'il fait un peu beau et quand il n'y a pas le Covid. Mais pour autant, il y a du monde. Est-ce qu'on respecte les gestes barrières ? Oui, il y a beaucoup de monde dans Paris aujourd'hui. Il faut dire qu'il fait très beau et très chaud ce samedi de vacances scolaires. Vous l'avez dit, je suis au canal Saint-Martin et vous pouvez le voir derrière moi, il y a de plus en plus de monde sur les bords du canal. Alors on peut voir des groupes d'amis qui sont venus ici pour boire un verre, des familles qui restent pour profiter des rayons du soleil ou juste des jeunes qui veulent profiter d'être enfin ensemble. Au niveau des distanciations sociales, elles sont plutôt bien respectées. On voit que les groupes sont distancés d'à peu près 1 mètre chacun, même si le monde fait que les groupes se rapprochent de plus en plus. En tout cas, je suis avec Laura, elle est venue profiter des rayons de soleil. Alors, ça fait quoi aujourd'hui de pouvoir sortir un petit peu ? Ça fait du bien de pouvoir même voir du monde, voir que les gens sont heureux, profiter de ces moments-là. Et faut dire, ça fait 1 semaine qu'on voit qu'il va faire 16 degrés ce week-end et qu'on a hâte d'être là aujourd'hui pour profiter des moments entre amis. Et j'imagine qu'il y a des gens qui sont en famille juste pour se promener et profiter du beau temps. Alors on dit souvent beau temps égale relâchement, vous en pensez quoi ? Non, je qualifierais pas ça de relâchement, je dirais c'est juste les gens profitent comme en période plutôt classique, il fait bon, on ressort et c'est comme ça, c'est naturel et c'est humain. Les gens respectent, non, ça fait 1 an qu'on est habitué à porter le masque, à respecter les distanciations sociales, on sait ce qu'on a à faire, on sait comment bien faire les choses, les gens respectent et sont heureux et on est à l'extérieur, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Du côté de la préfecture, elle annonçait qu'il ne fallait pas qu'il y ait un relâchement avec ce beau temps. C'est un peu la crainte du gouvernement, mais 4000 agents sont mobilisés en Ile-de-France pour veiller au bon respect du couvre-feu et éviter les attroupements. Merci beaucoup Célia avec Philippe Vigneault à Paris pour BFM TV. Alors il y a ceux qui en profitent et il y a ceux qui ont un peu plus les chocottes au sommet de l'État, ceux qui doivent gérer cette situation sanitaire. Il y a eu cette décision de ne pas reconfiner contre toute attente et il y a donc aujourd'hui le ministre de la Santé qui met en garde contre la mauvaise tendance de ces derniers jours qui pourrait être encore aggravée avec ce relâchement potentiel en vue des beaux jours.
Emmanuel Macron a tenté hier devant une quinzaine de parlementaires de la majorité de donner des perspectives. Il dit, le chef de l'État, vouloir se laisser 8 à 10 jours pour refaire le point sur la situation, prendre des mesures, soit durcir ces mesures, soit au contraire les alléger. Ce sont les deux scénarios qui s'offrent au chef de l'État. Soit les prévisions des scientifiques se confirment, les courbes repartent à la hausse, explosent et dans ce cas-là, il faudra serrer la vis. Pas de précision en revanche sur la manière. Est-ce que ça sera des confinements locaux comme on l'évoque actuellement à Nice ou un confinement plus global? Ça, le chef de l'État ne s'est pas prononcé. Et puis deuxième scénario, c'est si la situation sanitaire reste stable ou s'améliore très vite. Alors là, va se poser la question bien sûr de desserrer les contraintes. Il faut savoir que depuis le mois d'octobre, 4 mois maintenant, la France a enchaîné couvre-feu, confinement, nouveau couvre-feu, couvre-feu avancé. La fin des vacances scolaires d'ici 15 jours va donc marquer le début des questions sur la pertinence des contraintes. Ça pousse déjà sur ce sujet-là. Il y a déjà cette petite musique des élus, par exemple, comme François Ruffin, questionne le couvre-feu à 18h, ou des restaurateurs qui demandent de rouvrir les terrasses. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. C'est Jean Castex qui a endossé ce matin dans le journal Sud-Ouest le rôle du père fouettard. Voilà ce qu'il dit. L'heure n'est pas au relâchement. On a réussi à éviter le reconfinement, mais c'est très fragile. Il faut qu'on continue à être très discipliné, solidaire et confiant, a mis en garde le Premier ministre. Message répété peu ou prou par Olivier Véran il y a quelques heures depuis Nice. La situation au niveau national n'est pas bonne depuis quelques jours. Les chiffres repartent à la hausse. Attention donc à ne pas trop se relâcher. Également dans l'actualité, l'exaspération, et là c'est même devenu l'une des principales revendications des Gilets jaunes. C'est le motif en tout cas qu'ils ont choisi aujourd'hui pour appeler à manifester à Strasbourg, pour, disent-ils, retrouver leur liberté, tant d'un point de vue sanitaire que sécuritaire. Ils contestent aussi le projet de loi sécurité globale, et les organisateurs disent vouloir passer la nuit dans la rue, dans le quartier des institutions européennes, et ce pour braver le couvre-feu. Dans l'actualité également, l'auteur présumé de l'agression mortelle au couteau hier à Pau est toujours en garde à vue pour assassinat. Il a reconnu les faits, mais la procureure de la République écarte toute intention terroriste et parle plutôt d'une rancœur envers le centre pour réfugiés où il était accueilli. Il s'agit d'un Soudanais déjà condamné pour des faits de violence. Clément Gauvin. Devant le centre d'accueil des réfugiés et demandeurs d'asile de Pau, des hommages discrets, mais rempli d'émotions à l'employé tué sur son lieu de travail. Hier matin, un homme de 38 ans d'origine soudanaise se présente peu après 10 heures et demande à rencontrer l'un des responsables. Ce dernier vient à sa rencontre et lui demande de quitter les lieux pour des raisons sanitaires. Le demandeur d'asile le suit alors dans son bureau et le poignarde mortellement. Les premières constatations réalisées par le médecin légiste laissaient apparaître 13 plaies provenant d'un objet piquant et tranchant sur le corps de la victime et principalement sur le thorax. Alertés par les cris, 2 employés parviennent à maîtriser l'agresseur. Interpellé quelques minutes plus tard par les forces de l'ordre, il était déjà connu des services de police pour des faits de violence et était sous la menace d'une expulsion du territoire depuis plusieurs mois. Le gardé à vue a reconnu être l'auteur des faits. Il expose avoir souhaité obtenir de la structure et donc de la victime un papier à l'attention de l'OFPRA afin de permettre son maintien sur le territoire national et de sortir de sa situation matérielle précaire. Il évoque la crainte d'avoir dû retourner au Soudan en raison des guerres locales qui ont valu son déplacement vers l'Europe. Placé en garde à vue pour assassinat, il sera présenté demain à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. Les motards qui manifestent leur colère aujourd'hui encore, ils manifestent dans les plus grandes villes de France ce samedi pour réclamer la légalisation de la circulation interfile. Il y a eu plusieurs expérimentations ces 5 dernières années. Elles ont été jugées décevantes par la sécurité routière. Le nombre d'accidents de 2 roues a même augmenté de 12% sur les routes, malgré cette interdiction expérimentale. Résultat, cela reste un déplacement par la droite passible de 135 € d'amende et de 3 points de permis de conduire. Vous voyez ces manifestants à Paris qui sont des milliers encore cet après-midi. Restez avec nous sur BFM TV dans un instant. On revient sur cette situation à Nice et plus généralement dans les Alpes-Maritimes où les chiffres de l'épidémie ne sont pas bons du tout. Le ministre de la Santé évoque un confinement local. Il se réserve le droit de prendre cette décision d'ici la fin du week-end. On fera le point justement sur la situation dans les hôpitaux avec notre invité dans un instant. À tout de suite. Ce week-end,
gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business, ce week-end sur BFM TV. Prenez de l'avance en regardant votre chronique avec la BMW X1 hybride rechargeable. Give it to me. Let me get your attention, please. We gotta break it on down like we did in 93. Vivez intensément avec la nouvelle Seat ATK Urban à partir de 299 € par mois. Quitte à passer autant de temps sur votre téléphone, autant que ça rapporte. Pariez sur toutes les courses depuis PMU.fr. En ce moment, jusqu'à 300 € offerts pour vos premiers paris. PMU, que les meilleurs gagnent. Bonjour, je m'appelle Stéphane, j'ai 55 ans et je vais attaquer aujourd'hui le programme Comme j'aime. Ça, c'était moi il y a 6 mois, avec 15 kilos en plus et 27 cm de tour de taille en plus. Alors, il n'y a pas photo? Je le vois bien dans la vie de tous les jours, ça a changé. Physiquement, ça a changé. Alors vous aussi, faites comme Stéphane. Rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité. Ou appelez le 0800 534 534. commej'aime.fr. Vous voyez une différence entre ces deux voitures? Celle de droite a été achetée beaucoup moins cher chez Aramis Auto. Et oui, avec Aramis Auto, profitez de voitures neuves et d'occasion reconditionnées au meilleur prix garanti. Venez vérifier sur aramisauto.com. Ce mardi, jackpot Euromillions de 210 millions d'euros. Bon. C'est pas une somme à prendre à la légère. Faut réfléchir là. Ouais. Faut réfléchir beaucoup. Dans ma famille, il y a des choses compliquées. Avec Deezer Famille, c'est simple. Notre musique, avec ses comptes, en même temps. Deezer, votre musique en toute simplicité. Essayez gratuitement Deezer Famille pendant 3 mois. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Alléger ses mensualités de crédit, ça détend. Vous avez trop de crédit? Rendez-vous sur eddy.fr. Regroupez vos crédits et faites baisser vos mensualités jusqu'à 60%. Trop de crédit? Pensez Eddy. Je ne vous ai jamais parlé de Claudine? La voici. Quelle personnalité, Claudine. À la fois naturelle, spontanée. Tenez, regardez-la. Quand je vous disais qu'elle était surprenante. Sacrée Claudine. Elle est libre, Claudine, avec Piasclédine. Piasclédine. Traitement qui aide à libérer votre mouvement. Piasclédine 300, traitement symptomatique à effet différé de la gêne fonctionnelle et de la douleur de l'arthrose du genou. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Oui, monsieur, c'est ça. Il vous suffit de la charger la nuit comme votre téléphone. C'est si simple. Et regardez toute cette place. Vous avez l'air de quelqu'un qui aime faire des économies, pas vrai? Juste 2 € pour 100 km. Voilà ce que ça va vous coûter. Et en plus, vous avez la possibilité... Allez, on va être en retard. Bon, faut que j'y aille. Nissan Leaf 100% électrique, la berline familiale idéale. Pendant le mois de l'électrique chez Nissan, profitez de 13 000 € de prime à l'électrique pour tous pour l'achat d'une Nissan Leaf. – 15h46, on revient avec vous sur cette situation de cas de Covid qui explose dans les Alpes-Maritimes et surtout à Nice où l'on dépasse les taux des taux de cas pour 100 000 habitants, hein, bien au-delà du reste de la France, 751 à Nice par exemple. Olivier Véran qui s'est rendu aujourd'hui sur place pour consulter les différentes autorités et décider des mesures plus contraignantes qu'il faudra prendre d'ici à la fin du week-end. Voilà pour le chiffre, hein. Vous voyez, de la situation
à Nice avec ce taux d'incidence dont on parle. Avec vous, Véronique Mondin, bonjour, vous êtes infectiologue au CHU de l'Archet à Nice, membre également du Conseil scientifique des Alpes-Maritimes et du Conseil local de santé publique de Nice. Ces hypothèses évoquées par Emmanuel Véran cet après-midi, soit un couvre-feu renforcé, soit un confinement local partiel ou plus strict, est-ce que ce sont des bonnes choses à considérer rapidement ? Alors, ce n'est pas forcément ce que je retiendrai de la visite du ministre, on pourra peut-être en parler. Ça fait partie des hypothèses de travail. Nous, en tant que conseil scientifique, que médecins, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes de moins en moins favorables à la restriction d'un certain nombre de libertés, notamment au confinement, qui fait vraisemblablement plus de conséquences et de dégâts que d'effets bénéfiques. Bien évidemment, il faut faire attention à faire en sorte que les gens soient les plus raisonnables possibles par rapport à leurs allées-venues. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de voir que les vacances arrivent et qu'il serait déraisonnable que des personnes d'autres régions viennent à Nice parce qu'effectivement, pourquoi aller dans une région avec une très forte incidence si ce n'est prendre un risque à ce moment-là? En revanche, pour les Niçois, je pense que voilà, il faut leur laisser un petit peu leur marge de manœuvre dans la limite, bien évidemment, de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire que tout le monde soit très attentif au respect des gestes barrières et bien peser le pour et le contre des conséquences en termes de santé publique. Moi, il m'a semblé plutôt intéressant de parler des autres mesures qu'il a annoncées et on le remercie d'être venu justement pour rencontrer les équipes médicales, voir tout le travail qui a été fait ici d'adaptation vraiment de notre périmètre médical avec tous les établissements privés et publics qu'on a pu mettre en place et puis surtout nous apporter peut-être de bonnes nouvelles par rapport à l'augmentation de la distribution des vaccins dans notre région parce que c'est ça qu'on attend. C'est vrai que la ville de Nice s'est équipée d'un grand nombre de centres de vaccination très bien organisés et malheureusement aujourd'hui pas en capacité d'honorer des rendez-vous qui pourraient être donnés. Donc je pense qu'il est fondamental qu'on mette l'accent sur la vaccination dans notre région. Mais les vaccins, pour le coup, c'est ce que tous les territoires attendent. Alors oui, Olivier Véran a promis plus de doses, quelques milliers de doses dès lundi, mais ça ne va pas suffire à casser l'épidémie sur le court terme. En tout cas, est-ce qu'il n'y a pas urgence, selon vous? Est-ce qu'on peut rester sur un statu quo au niveau des règles et des contraintes sanitaires? Et quelle est la situation dans les hôpitaux très concrètement? La situation dans les hôpitaux, concrètement, elle est effectivement très tendue puisqu'on arrive à saturation et des services de réanimation et des services de médecine. Cependant, on arrive quand même à trouver des réponses puisque là, à l'heure où je vous parle, la décision a été prise hier d'augmenter encore le nombre de lits avec 4 lits de réanimation qui vont ouvrir lundi et 4 lits de soins intensifs et 8 lits de médecine qui vont ouvrir également. D'autres établissements privés qui aussi font un petit peu de place pour pouvoir prendre ces patients. Donc, il y a une certaine réponse, mais vous considérez bien qu'à l'échelle des Alpes-Maritimes, finalement, c'est 350 patients qui sont hospitalisés, réa comprises. Et donc, c'est vrai que pour offrir les soins optimaux à ces patients-là, il faut qu'on trouve des solutions qui ne soient pas des solutions qui empêchent la vie des 350 000 patients qui habitent aussi dans la métropole. Donc, en fait, l'idée, c'est de trouver le juste équilibre entre l'offre médicale et comment on peut y pourvoir, et en même temps la limitation au maximum de l'épidémie. Pour conclure, très brièvement, Véronique Mondin, il y a aussi cet aspect des choses qui inquiète un peu partout sur le territoire, c'est la progression des variants. Quelle est la situation dans les Alpes-Maritimes à l'heure actuelle dans les hôpitaux? Elle est un petit peu celle qu'elle est partout en France, c'est-à-dire qu'on estime aujourd'hui qu'on a à peu près 36% de variants anglais et très peu, peut-être 2% de variants brésiliens et sud-africains. Bien sûr, les chiffres changent tous les jours. Donc, ce que je vous dis, c'est la situation aujourd'hui. Ça va progresser vraisemblablement. C'est pour ça que d'autres mesures sont prises, comme celle d'augmenter la période de limitation, de précaution à 10 jours par rapport aux personnes qui sont contaminées. Et ça, c'est important aussi. Donc, c'est peut nous permettre d'améliorer la situation. Merci beaucoup Véronique Mondin d'avoir été notre invitée sur BFM TV. On revient dans un instant, mais avant on fait un point sur la météo. Restez au chaud devant la météo avec Helio, expert des projets de rénovation énergétique. Des travaux à l'obtention des aides, Hello Helio. Et c'est une superbe lumière ce samedi après-midi sur le port de Sanary dans le Var. On retrouve des conditions quasiment parfaites sur de nombreuses régions aujourd'hui avec ces conditions vraiment printanières qui s'installent.
pour ce week-end. On passe vraiment d'un extrême à l'autre avec ces températures qui vont grimper. On va découvrir tout cela dans le détail. On a quand même une petite perturbation, quelques bémols qui arrivent par le nord-ouest, qui est arrivé déjà par la pointe bretonne, qui apporte des nuages et des pluies. Et puis on devrait avoir également quelques entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon, d'où un petit peu plus de nuages. Pour la journée de demain, on va retrouver un voile de nuages peut-être un petit peu plus dense sur l'ouest. Et puis on retrouve toujours cette dégradation sur la pointe bretonne, sur le Cotentin, qui, en raison des hautes pressions, ne va pas réussir à rentrer sur le pays. Toujours dans ce flux de secteur sud bien marqué, avec un vent d'autant qui soufflera jusqu'à 110 km/h et bien des nuages et des pluies sur le Languedoc-Roussillon. Sur les régions de l'Est, ce sera un ciel totalement dégagé. Dans le courant de l'après-midi, il y aura très peu d'évolution. On va retrouver ce voile de nuages qui va gagner un petit peu de terrain sur la moitié ouest. Et les températures, on les découvre avec cet air toujours extrêmement doux qui remonte du Maroc. Un coup d'œil en matinée, des valeurs stationnaires comprises entre 0 et 17 degrés. Ça reste très contrasté. 0 à Strasbourg, 17 degrés à Biarritz. Il fera 8 degrés à Paris. Et dans le courant de l'après-midi, les valeurs seront toujours très nettement au-dessus des normales de saison. 22 degrés, la valeur la plus élevée, ce sera à Biarritz, 11 à Brest. Et il fera 16 à Paris, tout comme à Nice. Vous étiez au chaud devant la météo avec Elio, expert des projets de rénovation énergétique. Des travaux à l'obtention des aides. Hello Elio. 15h54, restez avec nous. Dans quelques instants, nous reviendrons sur cette situation sanitaire difficile dans les Alpes-Maritimes et à Nice, où les taux d'incidence du Covid-19 explosent. Une situation qui a fait venir le ministre de la Santé sur place aujourd'hui. Il a rencontré les autorités avant de prendre des décisions qui seront annoncées d'ici 48 heures, promet Olivier Véran. Peut-être un reconfinement local dans le département. Olivier Véran qui a annoncé également que plus de vaccins seront distribués dès lundi. Une inquiétude qui notamment touche également tout le territoire national selon le ministre de la Santé. On en parle tout de suite. « 7 jours BFM. Bienvenue dans 7 jours BFM. Tous les week-ends, l'émission de grands reportages de BFM TV. Une conséquence inédite, spectaculaire de la canicule. Immersion, enquête, portrait. Ça sert à rien de nourrir une anxiété. Et nos invités acteurs de l'actualité. Ils n'ont pas réussi à se rallier à un chef. 7 jours BFM. Tous les vendredis, 20h30. Tous les samedis et dimanches, 17h et 20h. Sur BFM TV. Prenez de l'avance en regardant votre programme avec la BMW X1 hybride rechargeable. Autohéros, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu? Vous commandez. Autohéros livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. Autohéros, achetez votre voiture facilement en ligne. Autour du boss, une équipe de choc pour le casse du siècle. Trésor de casse, nouvelle saison inédite, mardi à 21h05 sur RMC Découverte. Canal 24. Quitte à passer autant de temps sur votre téléphone, autant que ça rapporte. Pariez sur toutes les courses depuis PMU.fr. En ce moment, jusqu'à 300 € offerts pour vos premiers paris. PMU, que les meilleurs gagnent. Grand-mère, c'est aussi faire un bon café en dosette souple. Dimanche 7 mars, souhaitons une bonne fête à nos grands-mères. Vous aimeriez savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité? Alors rendez-vous sur le site commejeaime.fr pour calculer gratuitement votre IMC. Grâce à Comme J'aime, en perdant 15 kilos, Erika est passée d'un IMC de 27,7 à un IMC de 22,7. Elle est donc repassée dans le vert. Et regardez Myriam, elle est passée d'une situation de surpoids avec un IMC à 28,3 à un IMC normal de 21,4. Alors si vous aussi, vous souhaitez perdre du poids et retrouver un IMC normal, rendez-vous sur le site commejeaime.fr, commejeaime.fr. Écoutons les questions de nos enfants. Pourquoi il est malade? Pourquoi on ne peut pas le soigner? Pourquoi il travaille? Pourquoi ils vont pas à l'école? Pourquoi elle pleure? Pourquoi elle n'a rien à manger? Nos enfants sont témoins de la souffrance des autres enfants. Il est temps de les écouter.
Chaque jour sur le terrain, les équipes d'UNICEF viennent en aide à ces enfants en danger. Pour tous ceux que nous devons sauver, agissez en appelant maintenant le 0801 903 903. Donnez 10 € par mois pour offrir à chaque enfant des aliments nutritifs. 10 € par mois pour recevoir les soins dont il a besoin. Pour avoir la chance d'aller à l'école. Avec 10 € par mois, vous permettez à UNICEF de donner un avenir à chaque enfant en détresse. C'est des enfants comme moi. Il faut les aider. Appelez dès maintenant le 0801 903 903. Merci. Pour améliorer votre confort comme il faut, exigez la qualité de fenêtres comme il faut. Rendez-vous dans l'un de nos 100 magasins comme il faut ou sur commilfaut.fr. Vendez votre voiture.fr. Vendre une voiture, c'est possible depuis chez vous et en toute sécurité. Entrez simplement les informations de votre voiture en ligne et recevez directement le prix de vente final. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Pour moi, il n'y a pas mieux pour vendre sa voiture. Allez sur www.vendezvotrevoiture.fr. QuickBooks est aux côtés de millions d'entrepreneurs pour simplifier leur gestion. Avec QuickBooks, je facture en 2 clics. Je suis alerté des retards de paiement et je relance mes clients facilement. Pour mes frais, plus de saisie. Une photo suffit. Gagnez du temps et concentrez-vous sur votre activité avec QuickBooks. QuickBooks, votre allié comptabilité. Découvrez nos offres sur quickbooks.fr. Sur le replay BFM TV, retrouvez nos grandes enquêtes exclusives. Cataline Caricot est devenue le visage du remède à la pandémie. Je ne pensais pas que l'ARN messager aurait un rôle aussi vital. Pour aller plus loin dans l'analyse de notre époque. Une trentaine d'agents est réquisitionnée pour l'expulsion. Très mauvais état à l'intérieur, ça je vous le confirme. Ils sont 24 personnes, 13 adultes et 11 enfants. Retrouvez le replay BFM TV sur tous vos écrans. Bientôt 16h sur BFM TV, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Un reconfinement local dans les Alpes-Maritimes. Le ministre de la Santé se laisse le week-end pour décider. Niveau de saturation des hôpitaux très élevé dans la région de Nice. Olivier Véran qui annonce plus de vaccins pour eux dès lundi et s'inquiète aussi plus globalement d'une tendance qui n'est pas bonne dans le pays. C'est dans ce contexte et avec l'arrivée du beau temps aujourd'hui et puis la suite des vacances scolaires que les autorités craignent un relâchement de la vigilance des Français face au virus. Les contrôles du respect du couvre-feu sont notamment renforcés depuis hier soir et tout le week-end. L'équipe de France de rugby est-elle devenue un cluster? Les cas de Covid se multiplient, d'abord avec le sélectionneur. Depuis, plusieurs joueurs ont été testés positifs. Ça pourrait avoir de lourdes répercussions juste avant le match du 15 de France face à l'Écosse. Et puis il est passé aux aveux. Le suspect du meurtre hier à Pau d'un responsable de centre de réfugiés a expliqué son passage à l'acte lors de sa garde à vue. La procureure de la République de Pau évoque une déshérence de ce Soudanais de 38 ans, déjà connu de la police française pour des faits de violence. La tendance n'est pas bonne depuis 3 jours et mauvais signe, elle est la même dans toute l'Europe. L'avertissement d'Olivier Véran en déplacement à Nice cet après-midi. La situation est particulièrement alarmante dans le département et le ministre réfléchit à un reconfinement local. Thibaut Cheminant et Emma Arnaud. Dans quelques instants, Olivier Véran s'apprête à rencontrer un miraculé du Covid. Un chirurgien ORL aujourd'hui retraité, contaminé le 22 novembre dernier et qui est depuis toujours à l'hôpital. Est-ce que vous êtes sorti de réanimation? Au bout de 46 jours, le 22 janvier. 46 jours de réanimation. Et puis avec trachéo. 5 semaines d'intubation sous sédation, 15 jours de trachéotomie avec un accident lors de la première décanulation. Donc on m'a réendormi. Un ministre au chevet des malades, mais aussi des soignants. Le département des Alpes-Maritimes a le taux d'incidence le plus élevé de France métropolitaine. Les services de cet hôpital de Nice sont actuellement saturés. La situation maintenant est tendue, effectivement. On a déjà augmenté nos capacités. On a quasiment doublé, même plus, nos lits de réanimation totale sur le département, dont plus de la moitié qui sont au CHU. Pour juguler la flambée de l'épidémie, Olivier Véran ne cache pas vouloir mettre en place des mesures plus drastiques dans ce département. Des décisions seront prises avant la fin du week-end.
Le confinement local est évidemment une hypothèse qui est sur la table. La preuve, je viens d'en parler, le maire s'est dit ouvert à cette hypothèse. Quand vous êtes dans une situation comme celle que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, vous êtes fondé à prendre des décisions qui sont plus territorialisées. Alors que dans d'autres territoires où le virus circule moins, eh bien, les règles n'ont pas à forcément être les mêmes que là où ça circule beaucoup. Un confinement localisé, une mesure saluée par les soignants, à condition que celui-ci dure au moins 15 jours. Le seul moyen, selon eux, pour désengorger les services de réanimation et faire souffler un peu le personnel hospitalier. Alors quelle est justement la situation en chiffres dans les Alpes-Maritimes et à Nice en particulier? Les détails de Jeanne Daudet. Déjà dans les Alpes-Maritimes, c'est le département français où le taux d'incidence est le plus élevé, tout simplement. Regardez cette courbe. À Nice, il est de 751 pour 100 000 habitants. Mais lorsqu'on regarde les Alpes-Maritimes, c'est toujours Nice, mais c'est pas grave. Le nombre de cas, pareil, pour 100 000 habitants, vous voyez qu'il augmente quand même vraiment beaucoup plus que la moyenne en France. Ça, c'est pour le nombre de cas positifs. Le taux d'incidence, voilà, pour ce qui est des Alpes-Maritimes, vous voyez quand même qu'il est nettement supérieur à la moyenne en France. Aux dernières données consolidées de Santé publique France, le taux d'incidence dans les Alpes-Maritimes était de 580, presque 600 pour 100 000 habitants, alors qu'en moyenne en France, il est de 190. Vous voyez qu'il est nettement supérieur et ça se ressent aussi dans les hôpitaux avec une tension hospitalière dans les Alpes-Maritimes qui est évidente, 120% de taux d'occupation lorsqu'on prend les données, les données hospitalières avant l'épidémie. Regardez le nombre de personnes hospitalisées au 19 février lorsque vous comparez là encore les chiffres des Alpes-Maritimes et les chiffres de moyenne en France. Et c'est pareil en réanimation où on atteint une saturation presque, notamment des lits qu'on a rajoutés. On a déjà poussé les murs. Regardez ce qui se passe, les capacités élargies, cette ligne que vous voyez en jaune et vous voyez que déjà la vague est en train d'arriver presque à cette ligne-là. En jaune, vous avez les patients Covid+, mais il ne faut pas oublier qu'en réanimation, il y a aussi des patients qui n'ont pas le Covid, qu'il faut quand même prendre en charge. Et vous voyez justement cette saturation qui arrive et donc forcément des transferts de patients. Il y en a eu, il y en aura encore. C'est ce qu'a prévenu le ministre de la Santé, Olivier Véran, tout à l'heure, qui a dit qu'il pourrait y avoir des transferts même en dehors de la région PACA. Des mesures localisées, c'est ce qu'a c'est ce que pourrait peut-être annoncer le ministre de la Santé. On l'a dit, il se laisse le week-end. Est-ce vraiment une bonne idée? En écouter les médecins, il n'y a pas non plus 50 solutions. En tout cas, il est urgent de réagir et de trouver... Et le ministre a très bien dit dans un dialogue avec le maire de Nice, qui lui-même parlait d'un dialogue élargi avec l'ensemble des responsables de médecine de ville, l'ensemble des différents secteurs, des différents établissements hospitaliers. Il est urgent de réagir parce qu'on ne peut pas laisser effectivement dépasser les capacités de prise en charge des patients. L'idée, c'est de dire on ne va pas laisser des gens au bord de la route. C'est une expression qu'on entend beaucoup ces jours-ci. Et on peut évacuer quelques patients dans les régions voisines, mais le nombre de patients qu'on peut transférer est limité. Et le CHU de Nice est un CHU considérable. Mais les moyens sont... Et les hôpitaux voisins du reste des Alpes-Maritimes voient leur capacité limitée. Et de toute façon, on ne peut pas laisser l'épidémie flamber. Si les capacités hospitalières sont en voie d'être débordées, c'est parce que l'épidémie flambe. On pourrait se demander pourquoi elle flambe particulièrement dans ce coin de France. C'est météorologique, c'est climatologique, c'est lié au relief, c'est lié à la proximité et au contact entre les personnes. On ne peut pas laisser ça durablement. C'est une bonne chose de se donner le week-end parce qu'on se donne le temps de bien peaufiner les moins mauvaises mesures possibles. Alors, on va écouter Olivier Véran, tout à l'heure, il s'est exprimé sur cette situation dans le sud-est de la France. Il a également parlé au niveau national d'une situation qui n'est pas bonne. On écoute le ministre de la Santé. Hier, les chiffres n'étaient pas bons de l'épidémie à l'échelle du pays. Il y avait plus de 3000 cas supplémentaires par rapport au vendredi de la semaine précédente. On ne fait pas une politique de santé sur la base des chiffres d'une journée ni de 2 jours, mais on a un suivi épidémique qui nous permet de savoir quelle est la tendance. Et si cette tendance n'est pas bonne, elle nous nécessitera que nous prenions sans tarder des mesures supplémentaires. Si à l'inverse, la tendance devait se stabiliser ou revenir, je dirais, dans des eaux plus favorables, alors nous pourrions envisager d'autres choses. Mais je vous le dis, à l'heure actuelle, la tendance sur les 3 derniers jours n'est pas bonne. Ce que je vous dis, et ce que j'ai dit jeudi dernier, ce que nous disons avec le Premier ministre, et le Président de la République a déjà eu l'occasion de s'exprimer directement pour le dire, c'est que nous agissons au bon moment quand il le faut, par anticipation, ni trop tôt, ni trop tard.
Bartholomé pour le service politique de BFM TV. Il y a un changement de ton dans le discours de l'exécutif. On avait des perspectives jusque-là, avec les mots encore hier du président de la République. Et là, eh bien, le ministre de la Santé qui laisse présager un couvre-feu accentué, voire un confinement local. Alors, il y a deux choses qu'on peut différencier dans ce qui se passe aujourd'hui à Nice. D'abord, il y a cette particularité locale, le retour de la stratégie territoriale. On l'avait un peu oublié puisque la décision avait été prise par le chef de l'État il y a 3 semaines de ne pas confiner l'ensemble du pays. Mais cette stratégie territoriale, cette décision de prendre des mesures particulières selon les départements, selon la situation dans les départements, elle n'a jamais été vraiment mise de côté. Elle est toujours prise en considération au sein du gouvernement. Voilà pourquoi, au sein de l'exécutif, par la voix d'Olivier Véran, on annonce aujourd'hui ces nouvelles mesures et on remet en place le mode opératoire qu'on connaissait, c'est-à-dire les consultations avec les élus locaux, avec les acteurs économiques, avec les scientifiques présents sur place avant de prendre les bonnes décisions, en tout cas celles qui auront un impact moins important, psychologique, social et économique sur la population. C'est vrai qu'hier, Emmanuel Macron, il a semblé donner des perspectives. En tout cas, il a fixé cette date, 8 à 10 jours, pour se laisser le temps de voir comment évoluait la situation. La différence, c'est qu'Emmanuel Macron, il parle de la situation nationale. Et pour l'instant, au niveau national, on ne voit pas de rebond très fort de l'épidémie. Elle est plus ou moins contenue. Il y a des variations, bien sûr. Le nombre de contaminations baisse, puis réaugmente ces derniers jours, comme le disait Olivier Véran il y a quelques instants. On vient de l'entendre. Mais ce que le chef de l'État veut dire, c'est qu'il va falloir donner des perspectives, commencer à envisager de retravailler avec certains secteurs, le secteur culturel, les secteurs de la restauration, par exemple, et émettre des hypothèses pour voir comment on pourra prendre ces décisions et faire évoluer la situation si cette situation sanitaire visait à se stabiliser. Autrement dit, on peut dire qu'il y a une espèce de partage des rôles. Au président, les perspectives, l'évolution de ce qui se passe sur le territoire national. Au Premier ministre et à Olivier Véran, la gestion au cas par cas, au niveau local, territorialisée donc de l'évolution de l'épidémie. Alors l'évolution de l'épidémie donc, qui est scrutée de près au niveau national et au niveau, on l'a vu, du département des Alpes-Maritimes. Professeur Zambrovski, vous disiez que la situation pourrait ne pas revenir à la normale. La situation, comme ça a été dit très justement, ne peut pas être analysée uniquement nationalement. C'est normal, la responsabilité du chef de l'État est d'avoir une vision qui concerne l'ensemble du pays. Mais par exemple, les variants. On a indiqué que le variant qui prospérait dans les Alpes-Maritimes n'était pas le même que celui qu'on voyait se développer dans l'ouest de la France ou jadis en Moselle, enfin jadis il y a quelques jours. Donc en fonction de l'épidémie elle-même, du virus, des formes du virus qui se développent, eh bien sans doute faudra-t-il en venir effectivement à une gestion davantage individualisée, territorialisée, que le ministre est en train d'étudier avec les différents services de l'État. Et c'est comme cela, probablement, qu'on pourra accorder à tous ceux qu'on peut voir desserrer un petit peu la liberté que chacun réclame, et puis resserrer là où ce sera nécessaire. Ça ne vous a pas échappé, aujourd'hui les températures sont en hausse sur l'ensemble du territoire français, un avant-goût de printemps qui, ajouté à la lassitude des Français face aux restrictions sanitaires, fait craindre aux autorités un possible relâchement. À Lyon, pour éviter les attroupements, la préfecture a pris un arrêté pour interdire la consommation d'alcool sur la voie publique. Camilla Giudice est sur place pour BFM TV où les contrôles ont commencé. Oui, absolument. Depuis midi, il est interdit de consommer de l'alcool dans l'espace public dans le quartier de la Presqu'île, à Lyon, en plein cœur de la ville. Les autorités ont prévenu, elles vont commencer des contrôles d'ici peu pour vérifier que cette mesure est bien appliquée et bien respectée. Donc vous le voyez en tout cas sur cette place, le soleil a attiré les Lyonnais et les Lyonnaises dehors. On ne le voit pas boire d'alcool, mais c'est vrai que beaucoup ont pris à manger. Par exemple, il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de bars à proximité et se sont installés sur la place pour les consommer. Les contrôles, ils vont débuter d'ici peu dans le quartier. L'interdiction de consommer de l'alcool, elle va durer jusqu'à 18h, heure du début du couvre-feu. On ne sait pas pour l'instant si ce sera renouvelé d'autres samedis ou pas. Et l'ambiance dans la capitale, on va voir ça tout de suite avec Dame Agassa. Là aussi, le temps est doux, comme une chanson, ça rappelle une chanson, le soleil est là. Et il y a du monde, notamment sur les quais de Seine. Samedi printanier dans la capitale, il fait beau, il fait bon, 18 degrés s'affiche au thermomètre. Forcément, ça donne envie aux Parisiens d'en profiter. Regardez ici sur les bords de Seine, il y a un petit peu de monde qui est venu prendre l'air. Forcément, ce temps donne envie de sortir. Pour certaines personnes rencontrées, eh bien, elles ont opté pour un pique-nique en bord de Seine. Pour d'autres, des sportifs notamment, c'était l'occasion de ressortir les vélos ou encore les trottinettes qui n'ont pas forcément été très plébiscitées ces dernières semaines à cause de la pluie et
et du froid notamment. Et puis pour d'autres personnes, eh bien, c'est tout simplement le plaisir de pouvoir se promener ici sous le soleil parisien. Écoutez donc toutes ces personnes rencontrées il y a quelques minutes. Il faut quand même rester vigilant malgré que c'est quand même agréable de pouvoir sortir. Et puis, enfin là, après je m'y connais pas non plus, mais il n'y a pas forcément beaucoup de risques étant donné qu'on garde les distances avec les autres. Ouais, c'est vraiment génial là parce qu'on a vraiment beaucoup caillé et de pouvoir ressortir comme ça sur les quais. C'est parfait, avec les enfants c'est génial. C'est vrai que ça manque de prendre un peu de musée, de culture. Alors on se balade, au hasard. Ouais, c'est la première fois de l'année qu'on peut se permettre ça, donc dans ces conditions-là, ouais, ça fait vachement de bien, c'est clair. S'aérer l'esprit, profiter entre amis, oui, mais le tout en veillant à respecter les gestes barrières. Les autorités, justement, s'inquiètent un petit peu d'un possible relâchement des Parisiens, notamment avec ces températures printanières. Conséquence, eh bien, 4000 forces de l'ordre sont mobilisées tout ce week-end à Paris, mais également dans l'ensemble de la région Île-de-France, afin donc de veiller à ce que les règles sanitaires soient respectées, notamment interdiction des regroupements, impossible de se regrouper à plus de 6 personnes. Et puis ce soir, les forces de l'ordre veilleront à ce que personne ne joue les prolongations dans les rues de la capitale une fois 18h passées, heure du couvre-feu. Une météo qui favoriserait le relâchement avec un risque accru de transmission du virus. C'est en tout cas la crainte du professeur Jean-Jacques Zambrowski, médecin hospitalier et professeur en économie de la santé sur notre plateau. Le virus n'a pas de petites ailes et ne vole pas comme ça par ses propres moyens. Le virus, il se transmet de personne à personne par les gouttelettes, par le brouillard que l'on... Tous ceux qui n'ont pas grand froid ont vu sortir la buée savent très bien que on émet en respirant. Mais on est d'accord qu'il y a moins de risques en extérieur qu'en intérieur avec l'effet aérosol. Oui, mais il y a plus de risque de rencontrer d'autres personnes. Alors finalement, il y a moins de risques. C'est pour ça qu'on conseille d'ouvrir les fenêtres, d'aérer, etc. Les espaces clos, que ça fait partie des gestes barrières. Mais ce qui est désolant, c'est de voir des gens qui achètent une bière ou n'importe quoi d'ailleurs, et puis vont la consommer sans masque sur le trottoir. C'est la promiscuité, c'est la rencontre entre deux individus. Ici, il y a 2 mètres qui nous séparent. Si nous étions à 1 mètre l'un de l'autre, eh bien, je vous projetterais mes brouillards et mes gouttelettes et vous m'offririez les vôtres. J'espère qu'aucun de nous deux n'est porteur du virus, mais on ne peut pas le savoir avant d'avoir des signes. Et la plupart d'entre nous n'auront jamais de signes, et pourtant pourront offrir leur virus avec générosité à tous ceux qui le croiseront. Et donc toute la démarche, toute la politique qui est suivie, et que les gens ne comprennent pas, c'est éviter que les gens se croisent sans protection, et s'offrent les uns aux autres les virus dont ils sont porteurs dans leur simple respiration, a fortiori s'ils n'ont pas de masque, et s'ils mangent, s'ils boivent, s'ils parlent. C'est toute la problématique. On ne sait pas quand on est porteur du virus, notamment et particulièrement chez les enfants, dans les écoles. Pas toujours facile de leur faire des tests PCR. Vous savez comment ça marche. Jean-Michel Blanquer annonce dans son entretien accordé à Pauline de Malherbe, que vous pourrez redécouvrir ou découvrir ce soir à minuit sur BFM TV, le déploiement de tests salivaires dès la semaine prochaine dans les écoles et notamment primaires. Je pense que la semaine prochaine, on en réalisera autour de 50 000, 50 000 et 80 000. Puis rapidement, nous monterons vers 200 000 par semaine. Dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a un symptôme, quelque chose, être capable de faire les tests. Donc on va avoir désormais 2 catégories de tests possibles, soit les salivaires, soit les nasopharyngés. Donc les 2 s'ajoutent. Et puis vous avez aussi la possibilité de faire des tests qu'on appelle aléatoires, c'est-à-dire on décide d'aller dans une école, un collège ou un lycée, pour, même s'il n'y a aucun symptôme, pour voir si on ne va pas tomber par hasard sur le début d'une chaîne de contamination et pouvoir la rompre. Et ça, nous le faisons déjà, mais nous allons le faire à plus grande échelle. Tout comme Roselyne Bachelot-Narquin pour la culture, Roxana Maracineanu prépare elle aussi une expérimentation pour un retour progressif à la vie d'avant dans le secteur donc des sports. Elle était à Lyon cet après-midi, la ministre déléguée en charge des sports, pour envisager un retour du public avec jauge dans les stades. Elle a rencontré les dirigeants des différents clubs professionnels locaux de football, de basket et de rugby. Pour l'instant, rien n'est acté, je vous le dis. On est en consultation, on est plutôt venu en recueil aujourd'hui d'un travail qui a déjà été initié ici à Lyon. Et donc, on est très content de repartir avec un dossier sous les bras pour pouvoir le porter en cellule interministérielle qui va étudier ces protocoles la semaine prochaine. Le Covid très présent dans le milieu du sport, pas seulement pour les expérimentations dans les stades, mais aussi parce que il a atteint l'équipe de France de rugby, Jean-François Patureau. Il y a d'abord eu le sélectionneur
C'est ça. Et là, il y a plusieurs cas qui ont été décelés au sein de l'équipe de France. Oui, malheureusement, ça tombe très mal pour cette équipe de France qui avait remporté ses 2 premiers matchs du tournoi Destination contre l'Italie et l'Irlande. Et depuis le Covid-19 s'est installé dans les rangs de l'équipe de France. 3 membres du staff, vous l'avez dit, ont été testés positifs au Covid-19 ces derniers jours. C'est le cas en particulier du sélectionneur Fabien Galtier, mais aussi de l'entraîneur des avants William Servat. Un autre membre du staff dont l'identité n'a pas été révélée a également été contaminé. Et hier, on a appris que c'était Antoine Dupont. Antoine Dupont, c'est tout simplement la nouvelle star de ce 15 de France, le demi-mêlée du stade toulousain. Aujourd'hui, 2 cas supplémentaires dans les rangs de cette équipe de France. À 8 jours désormais de ce match contre l'Écosse au stade de France, l'ailier toulonnais Gabin Villière, mais aussi le pilier de Montpellier Mohamed Aouas, 2 joueurs qui sont par ailleurs cas contact. Ça devient très inquiétant pour cette équipe de France, alors que tout va bien sportivement. Les joueurs sont actuellement rentrés chez eux depuis mercredi dans la journée pour passer quelques jours en famille, surtout pour s'isoler chez eux. Et ils vont retourner à Marcoussis demain, mais on ne sait pas si l'équipe qui a joué la semaine dernière pourra vraiment jouer la semaine prochaine. Dans l'actualité également, l'auteur présumé de l'agression mortelle au couteau hier matin à Pau contre un responsable d'un centre d'accueil pour réfugiés, eh bien, il a reconnu les faits. Il est toujours en garde à vue pour assassinat. Il s'agit d'un Soudanais de 38 ans, arrivé en France en 2015 et déjà condamné pour des faits de violence. Les précisions de David Vinal. La procureure de la République de Pau a indiqué que l'homme a reconnu les faits. Il s'est présenté hier avec un couteau dans ses locaux. 13 plaies ont été constatées sur le corps de la victime, principalement sur le thorax. L'autopsie va permettre de savoir la profondeur de ces coups de couteau. Pendant sa garde à vue, l'homme a également précisé ses motivations, ce qui l'a conduit à se présenter dans les locaux administratifs de ce centre d'accueil pour réfugiés. Écoutez la procureure de Pau. À ce stade, le gardé à vue a reconnu être l'auteur des faits. Il expose avoir souhaité obtenir de la structure et donc de la victime un papier à l'attention de l'OFPRA afin de permettre son maintien sur le territoire national et de sortir de sa situation matérielle précaire. Il évoque la crainte d'avoir dû retourner au Soudan en raison des guerres locales qui ont valu son déplacement vers l'Europe. Il nourrit des reproches à l'encontre de la structure suite à la déshérence qu'il connaît depuis sa sortie de prison, considérant que sa situation n'a pas été correctement traitée. Il n'était ni signalé, ni fiché dans le cadre de la radicalisation violente et les éléments recueillis permettent d'écarter toute intention terroriste. La garde à vue de cet homme a été prolongée. Il va être présenté demain à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. Les motards en colère aujourd'hui encore. Ils manifestent dans plusieurs grandes villes de France pour réclamer la légalisation de la circulation interfile. Il y a eu des expérimentations pendant 5 ans et elles sont jugées décevantes par la sécurité routière avec un nombre d'accidents de plus 12% sur les routes concernées par ces tests. Vous le voyez, à Paris, ils sont des milliers cet après-midi à manifester pour le retour de la circulation interfile. Mais pour l'instant, cela reste un déplacement par la droite passible de 135 € d'amende et 2-3 points de retrait sur le permis de conduire. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Et ça nous amène au point sur la circulation sur les routes. C'est orange au niveau national dans le sens des départs pour les vacances. Ça roule très bien, en revanche, dans le sens des retours. Journée classée verte par Bison Futé. C'était votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. 16h20, restez avec nous. Dans quelques minutes, nous reviendrons sur la situation sanitaire à Nice et dans les Alpes-Maritimes, particulièrement difficile, des taux d'incidence qui dépassent de loin ceux de l'échelle nationale. Olivier Véran était en visite aujourd'hui auprès des différents responsables du département pour réfléchir à des solutions. Elles seront annoncées d'ici dimanche soir, a annoncé Olivier Véran. Une situation difficile à Nice, mais également en France, selon le ministre de la Santé. Les chiffres ne sont pas bons ces 3 derniers jours. On en parle dans quelques minutes. À tout de suite. Vendredi,
samedi, dimanche, 22h minuit. Je suis ravie de vous retrouver pour Week-end Direct. Toute l'actualité de la fin de semaine, toute l'actualité du week-end. Les indicateurs sont en hausse. Vos soirées news avec Alice Darfeuille. En tout cas, ça ne vous inquiète pas plus que ça. Je vais vous le montrer pour que vous puissiez bien comprendre. Des reportages, des invités. Malheureusement, la situation est quand même délicate. Du temps pour comprendre. C'est quand même la bonne nouvelle de 2021. Ça veut dire qu'on sait le faire, qu'on va le faire. Week-end Direct, vendredi, samedi, dimanche à 22h sur BFM TV. Prenez de l'avance en regardant votre programme avec la BMW X1 hybride rechargeable. En France, plus de 20 millions de personnes souffrent de surpoids ou d'obésité. Et évidemment, ce n'est pas sans risque pour la santé. Moi aussi, j'étais en surpoids et même en obésité pendant plus de 20 ans. Vous vous rendez compte, 20 ans? En à peine 6 mois, grâce à Comme J'aime, j'ai perdu 15 kilos et j'ai retrouvé un IMC normal. Alors vous aussi, vous pouvez savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité en moins d'1 minute. Rendez-vous sur commej'aime.fr pour calculer gratuitement votre IMC. commej'aime.fr. Grand document présenté par Samira Ibrahim ce soir à 21h05 sur RMC Story. Antoine bricoleur? Non. Oui, bon ça va, on était assurés. Grâce à la Matmut qui assure certaines maladresses. Matmut, ma valeur sûre. Renault Capture est disponible en motorisation diesel, essence et GPL et maintenant en hybride rechargeable. Renault Capture, à partir de 189 € par mois avec 4 ans d'entretien garantie et assistance inclus. Commandez en ligne sur shop.renault.fr. J'ai choisi la prévoyance obsèque PFG pour la tranquillité de mes proches, afin qu'ils n'aient à se soucier de rien. Et pour moi, c'est simple. Pas de questionnaire de santé, mon capital est garanti et revalorisé chaque année. C'est rassurant de choisir PFG pour sa prévoyance. En ce moment, 2 mois offerts. Devis sur pfg.fr ou dans nos 700 agences. Ce mardi, jackpot Euromillions de 210 millions d'euros. Bon, c'est pas une somme à prendre à la légère. Faut réfléchir là. Ouais. Faut réfléchir beaucoup. Vendez votre voiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. À 16h24 sur BFM TV, on voulait quand même vous montrer ces images de beau temps qui font toujours plaisir, presque le printemps déjà, en tout cas ça y ressemble et ça se ressent aussi avec les températures, 23 degrés à Saint-Jean-de-Luz, 20 degrés à Bordeaux, 18 au lac d'Orient, 18 degrés également à Paris, dans la capitale. Et si les vacances étaient aussi oublier le Covid, le temps de quelques jours au moins, au bord de la plage, dans le sud, dans les Bouches-du-Rhône, il y a bien sûr les locaux qui en profitent, mais il y a aussi, il faut le dire, pas mal de vacanciers. C'est ce qu'ont constaté nos envoyés spéciaux, Rimbey et Valentin Rivolier. Un grand ciel bleu et 15 degrés dans l'air. Une aubaine pour ce grand-père qui doit occuper ses 3 petits-enfants en vacances. Ils vivent en région parisienne et je crois qu'ils ont eu 3 ou 4 semaines de pluie avant de venir. Et donc là, soleil. Il y a 2 jours, ils étaient à la plage. Ils se sont baignés tout nus parce qu'ils n'avaient pas pris les maillots, bien sûr. D'autres ont été un peu plus prévoyants, même si l'eau est à 14 degrés. L'eau, elle est calmante, elle est un peu froide. Mais prenez bien, là au moins, on est sur le calme, il n'y a pas de masque, on est à l'air pur. Dans cette petite station balnéaire de 5000 habitants qui a accueilli les premiers rapatriés français de Chine il y a 1 an, les commerces sont presque tous fermés et les touristes se font plutôt rares. Mais Cyril, moniteur de voile, veut croire à l'arrivée des vacanciers. C'est le bonheur, hein. Il y a du vent, il fait beau, il fait bon, c'est un peu le paradis là quand même. Ouais. On espère que les gens vont venir, voilà, on attend. Ce week-end, le mercure frôlera les 20 degrés ici. 7 degrés de plus que la température habituelle à cette période de l'année. Restez au chaud devant la météo avec Helio, expert des projets de rénovation énergétique. Des travaux à l'obtention des aides, Hello Helio.
De la douceur pour ce week-end, des conditions printanières, des températures qui remontent en flèche. Alors on a des conditions anticycloniques, mais on a quand même cette dégradation sur la pointe bretonne qui a réussi à rentrer, mais qui va rester bloquée par ces hautes pressions à la porte des nuages et des pluies. Cet après-midi, on a dans ce flux de secteur sud également quelques entrées maritimes, donc quelques nuages qui remontent de Méditerranée sur le Languedoc-Roussillon. Un coup d'œil à votre programme pour demain. Ce sera encore une très belle journée, notamment dans l'Est avec un plein soleil. Alors on aura quand même un voile de nuages un petit peu plus dense qui va se mettre en place sur la moitié ouest. Et puis cette dégradation toujours bloquée sur la pointe bretonne, sur la pointe du Cotentin. Un vent d'automne qui va souffler fort sur le Languedoc-Roussillon où nuages et pluies sont encore attendus. Dans le courant de l'après-midi, il n'y aura quasiment pas d'évolution. On va retrouver toujours ce courant de secteur sud bien marqué, toujours ces entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon et ces précipitations sur la pointe bretonne. Des vents qui vont souffler fort également sur les crêtes pyrénéennes. C'est de l'air donc très doux qui remonte du Maroc, qui va nous apporter demain matin des valeurs stationnaires comprises entre 0 et 17 degrés, des valeurs contrastées 0 à Strasbourg, 8 à Paris. On attend 8 également à Marseille, 9 à Brest. 17 degrés, ce sera à Biarritz, grande douceur au lever du jour. Et dans le courant de l'après-midi, les valeurs vont baisser un tout petit peu sur les régions du nord. 11 degrés à Brest, 16 à Paris, tout comme à Lille, ainsi qu'à Dijon. Il fera 17 degrés sur la région Rhône-Alpes, 18 à Marseille et encore 22 degrés du côté de Biarritz. Lundi, une pause dans ce temps printanier. On va retrouver cette dégradation qui va réussir cette fois-ci à rentrer par l'ouest. Des pluies, des nuages, des pluies plus marquées sur le Languedoc-Roussillon. Toujours ces vents forts. Les températures restent élevées. Puis ensuite, c'est reparti pour des conditions vraiment très agréables. Encore dans ce flux de secteur sud-est des entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon. Les températures qui restent très élevées, à des niveaux très élevés pour la saison. Mercredi, retour du quasi plein soleil sur l'ensemble du pays. Jeudi, même chose avec toujours des températures extrêmement élevées. On se dirige vers une très belle fin de semaine. Donc une semaine qu'on pourrait qualifier de printanière. Vous étiez au chaud devant la météo avec Elio, expert des projets de rénovation énergétique. Des travaux à l'obtention des aides, Hello Elio. Bientôt 16h30 sur BFM TV, voici les titres à la une. Aujourd'hui, cette situation sanitaire préoccupante dans les Alpes-Maritimes où s'est rendu aujourd'hui Olivier Véran. Les taux d'incidence du Covid-19 y explosent et un renforcement des mesures sanitaires sera annoncé d'ici à dimanche soir, a promis le ministre de la Santé. Parmi les pistes, durcissement du couvre-feu, confinement partiel ou total dans le département et accroissement de la vaccination. Avec cette crainte qui plane d'un grand relâchement en contrôle de police renforcé ce week-end, les autorités craignent une baisse de la vigilance avec le beau temps, d'autant que la tendance n'est pas bonne depuis 3 jours en France. Bonne nouvelle tout de même sur le front de la vaccination. Le sérum de Pfizer-BioNTech peut finalement être conservé à des températures bien moins contraignantes, moins 15 degrés pendant 2 semaines au lieu de moins 70 actuellement. Un espoir d'accélération des campagnes vaccinales. Et puis l'intention terroriste écartée à Pau après l'agression mortelle d'un responsable de centre d'accueil pour réfugiés. Le suspect en garde à vue a reconnu les faits. Il nourrissait une rancœur selon la procureure, un Soudanais déjà condamné pour des faits de violence. 581 cas pour 100 000 habitants dans le département des Alpes-Maritimes. Olivier Véran était en visite dans ce département très touché, beaucoup plus que le reste de la France par le Covid-19 et ses variants. Il a rencontré les autorités politiques et sanitaires sur place dans l'objectif de terminer ces concertations d'ici à dimanche soir avec l'annonce de mesures sanitaires plus contraignantes. Diverses pistes sont actuellement à l'étude, comme nous l'explique Joanne Rouquet à Nice. Le ministre de la Santé veut serrer la vis ici dans le département des Alpes-Maritimes où le taux d'incidence ne cesse justement de flamber. Il atteint même jusqu'à 751 cas pour 100 000 habitants dans la métropole Nice-Côte d'Azur. Il a tenu aussi à rappeler aux personnes qui viennent se balader sur la promenade des Anglais, souvent des touristes ou même des Niçois, qu'il faut tout de même respecter les gestes barrières malgré l'air pur de la mer. Afin de calmer l'épidémie, le ministre de la Santé évoque plusieurs pistes et il évoque même un reconfinement local, une concertation va avoir lieu ce week-end. Une réponse sera donnée d'ici demain soir. Je vous propose d'écouter justement Olivier Véran à ce sujet. Je pense, j'ai peur, monsieur le maire, que ça ne suffise pas et qu'il nous faille prendre des mesures supplémentaires
en plus du couvre-feu, en plus des restrictions qui existent déjà à Nice comme dans toute la France. Ici, dans les Alpes-Maritimes, à l'échelle du département, je demande au préfet de département de continuer la concertation que j'ai initiée ce matin avec l'ensemble des élus du territoire pour que d'ici à la fin du week-end, nous puissions prendre des mesures complémentaires de protection de cette population des Alpes-Maritimes face à cette flambée épidémique. Ça pourrait prendre la forme d'une accentuation du couvre-feu, voire d'un confinement partiel ou total, dont nous verrons les modalités de mise en place sur ce département, je le redis, dans les 48 heures qui viennent. Renforcement des mesures que souhaitent et attendent les personnels des services hospitaliers pour pouvoir souffler un petit peu, car tous les services se sont saturés. Le ministre de la Santé a également annoncé la livraison de 3500 doses de vaccins Pfizer et plusieurs milliers de doses d'AstraZeneca d'ici lundi pour accélérer la vaccination ici dans les Alpes-Maritimes. Accélérer la campagne de vaccination localement, au moins dans les Alpes-Maritimes, c'est la promesse, on vient de l'entendre, d'Olivier Véran. Et puis, ce potentiel reconfinement local, de toute façon, écoutez les médecins, il n'y a pas non plus 50 solutions. C'est l'espoir que peuvent partager les professionnels de santé et les responsables politiques, le maire de Nice comme le ministre de la Santé. Au-delà, il n'y a pas beaucoup de mesures possibles et envisageables. Donc, où on durcit le statut actuel, où on le rigidifie au point de rendre toute sortie impossible. Et on a vu à quel point il était difficile de priver les Niçois de la plage ou de la promenade des Anglais. Et c'est vrai sur tout le littoral des Alpes-Maritimes. Donc la stratégie conduite et le petit délai de 48 heures qu'on se donne est raisonnable. De toute façon, on ne voit pas ce qu'on pourrait faire raisonnablement d'autre. On ne peut pas obliger les gens à ne pas respirer. On ne peut pas les obliger à rester confinés chez eux durablement. Ce sera en tout cas très mal vécu. Si on peut l'éviter, on l'évitera. Et le problème des enfants à l'école, le problème des sports, le problème de la réouverture de la culture, tout ça pose des problèmes qui échappent à la santé et qui sont de l'ordre du politique ou du sociétal ou du psychologique qu'il faut prendre en compte. Olivier Véran a donc annoncé un message de vigilance accrue pour le département des Alpes-Maritimes. Mais ça va également au-delà. Le ministre annonce que la tendance n'est pas bonne également dans tout le pays. Écoutez. Hier, les chiffres n'étaient pas bons de l'épidémie à l'échelle du pays. Il y avait plus de 3000 cas supplémentaires par rapport au vendredi de la semaine précédente. On ne fait pas une politique de santé sur la base des chiffres d'une journée ni de 2 jours. Mais je vous le dis, à l'heure actuelle, la tendance sur les 3 derniers jours n'est pas bonne. Ce que je vous dis, et ce que j'ai dit jeudi dernier, ce que nous disons avec le Premier ministre, et le Président de la République a déjà eu l'occasion de s'exprimer directement pour le dire, c'est que nous agissons au bon moment quand il le faut, par anticipation, ni trop tôt, ni trop tard. On a quand même une bonne nouvelle aujourd'hui pour vous. Elle concerne le vaccin Pfizer. Sachez qu'il peut finalement être conservé à des températures bien moins froides qu'initialement prévues, jusqu'à moins 15 degrés contre les moins 70 qui étaient initialement recommandés. C'est valable en tout cas pendant 2 semaines, mais c'est déjà un sacré pas pour faciliter toute la logistique qu'il y a autour. La correspondance en Allemagne de Violette Bonnebat. Selon le laboratoire allemand, son vaccin reste stable pendant 2 semaines à moins 15 degrés, c'est-à-dire la température d'un congélateur médical classique. Cela va faciliter effectivement le travail au quotidien dans les centres de vaccination, mais ce n'est pas tout. Cela veut dire aussi que ce vaccin, il va pouvoir être administré en pharmacie, par exemple, en cabinet médical, sans avoir besoin d'un congélateur spécial, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors attention, la règle ne va pas changer dès demain. Il y a tout un processus d'autorisation auprès des autorités européennes, tout d'abord, et c'est un processus qui devrait prendre plusieurs semaines, a dit le laboratoire BioNTech. Ce vaccin germano-américain, on sait qu'il est très efficace contre la Covid-19, on sait aussi qu'il serait efficace contre les variants, et ici c'est de loin le vaccin privilégié par les Allemands à 80% contre seulement 3 petits pourcents pour le vaccin AstraZeneca. Ici, il y a un rejet du vaccin AstraZeneca, une méfiance qui est telle que ces derniers jours, des milliers de personnes ont refusé de se faire vacciner, alors même qu'elles y avaient le droit. Résultat, la campagne de vaccination en Allemagne prend du retard. Seul 4% de la population a reçu sa première injection. C'est moins qu'en France. Alors cette bonne nouvelle, ces nouvelles règles de stockage qui pourraient arriver prochainement pour le vaccin Pfizer-BioNTech, ce vaccin made in Germany, l'espoir des autorités maintenant, c'est que cela change un petit peu la donne.
Et puis ces paramètres pourraient également changer la donne. Le week-end, les vacances, mais également le beau temps. Ça ne nous a pas échappé depuis aujourd'hui. Alors y aura-t-il un relâchement à prévoir? Comment ça se passe à Paris? Respecte-t-on les gestes barrières? Célia Adjus-Freddy est allée l'observer du côté du canal Saint-Martin. Oui, il y a beaucoup de monde dans Paris aujourd'hui. Il faut dire qu'il fait très beau et très chaud ce samedi de vacances scolaires. Vous l'avez dit, je suis au canal Saint-Martin et vous pouvez le voir derrière moi, il y a de plus en plus de monde sur les bords du canal. Alors on peut voir des groupes d'amis qui sont venus ici pour boire un verre, des familles qui restent pour profiter des rayons du soleil ou juste des jeunes qui veulent profiter d'être enfin ensemble. Au niveau des distanciations sociales, elles sont plutôt bien respectées. On voit que les groupes sont distancés d'à peu près 1 mètre chacun, même si le monde fait que les groupes se rapprochent de plus en plus. En tout cas, je suis avec Laura, elle est venue profiter des rayons de soleil. Alors, ça fait quoi aujourd'hui de pouvoir sortir un petit peu? Ça fait du bien de pouvoir même voir du monde, voir que les gens sont heureux, profiter de ces moments-là. Et faut dire, ça fait 1 semaine qu'on voit qu'il va faire 16 degrés ce week-end et qu'on a hâte d'être là aujourd'hui pour profiter des moments entre amis. Et j'imagine qu'il y a des gens qui sont en famille juste pour se promener et profiter du beau temps. Alors on dit souvent beau temps égale relâchement. Vous en pensez quoi? Non, je qualifierais pas ça de relâchement. Je dirais c'est juste les gens profitent comme en période plutôt classique. Il fait beau, on ressort et c'est comme ça, c'est naturel et c'est humain. Les gens respectent, non, ça fait 1 an qu'on est habitué à porter le masque, à respecter les distanciations sociales, on sait ce qu'on a à faire, on sait comment bien faire les choses, les gens respectent et sont heureux et on est à l'extérieur, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Du côté de la préfecture, elle annonçait qu'il ne fallait pas qu'il y ait un relâchement avec ce beau temps. C'est un peu la crainte du gouvernement, mais 4000 agents sont mobilisés en Ile-de-France pour veiller au bon respect du couvre-feu et éviter les attroupements. La crainte de l'exécutif qui sait qu'il joue gros avec sa décision de ne pas confiner contre toute attente. L'épidémie qui allait plutôt dans le bon sens ces derniers jours, mais maintenant depuis 72 heures, eh bien, on l'a dit, la courbe ne suit pas la bonne tendance, d'où cette ligne de crête pour le gouvernement. Elisa Bertholomé. Emmanuel Macron a tenté hier devant une quinzaine de parlementaires de la majorité de donner des perspectives. Il dit, le chef de l'État, vouloir se laisser 8 à 10 jours pour refaire le point sur la situation, prendre des mesures, soit durcir ces mesures, soit au contraire les alléger. Ce sont les 2 scénarios qui s'offrent au chef de l'État. Soit les prévisions des scientifiques se confirment, les courbes repartent à la hausse, explosent et dans ce cas-là, il faudra serrer la vis. Pas de précision en revanche sur la manière. Est-ce que ça sera des confinements locaux comme on l'évoque actuellement à Nice ou un confinement plus global? Ça, le chef de l'État ne s'est pas prononcé. Et puis, deuxième scénario, c'est si la situation sanitaire reste stable ou s'améliore très vite. Alors là, va se poser la question, bien sûr, de desserrer les contraintes. Il faut savoir que depuis le mois d'octobre, 4 mois maintenant, la France a enchaîné couvre-feu, confinement, nouveau couvre-feu, couvre-feu avancé. La fin des vacances scolaires d'ici 15 jours va donc marquer le début des questions sur la pertinence des contraintes. Ça pousse déjà sur ce sujet-là. Il y a déjà cette petite musique des élus, par exemple, comme François Ruffin, questionne le couvre-feu à 18h ou des restaurateurs qui demandent de rouvrir les terrasses. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. C'est Jean Castex qui a endossé ce matin dans le journal Sud-Ouest le rôle du père fouettard. Voilà ce qu'il dit. L'heure n'est pas au relâchement. On a réussi à éviter le reconfinement, mais c'est très fragile. Il faut qu'on continue à être très discipliné, solidaire et confiant, a mis en garde le Premier ministre. Message répété peu ou prou par Olivier Véran il y a quelques heures depuis Nice. La situation au niveau national n'est pas bonne depuis quelques jours. Les chiffres repartent à la hausse. Attention donc à ne pas trop se relâcher. Dans l'actualité également, cette exaspération qui est devenue l'une des principales revendications des Gilets jaunes. C'est le motif en tout cas qu'ils ont choisi aujourd'hui encore pour appeler à manifester à Strasbourg pour, disent-ils, retrouver leur liberté, tant d'un point de vue sanitaire que sécuritaire. Ils contestent également le projet de loi sécurité globale et les organisateurs disent vouloir passer la nuit dans la rue, dans le quartier des institutions européennes, et ce pour braver le couvre-feu. L'actualité à 16h40, tout pile sur BFM TV. L'auteur présumé de l'agression mortelle au couteau à Pau hier, placé en garde à vue pour assassinat. Il reconnaît les faits, mais la procureure de la République écarte toute intention terroriste et parle plutôt de rancœur envers le centre de réfugiés qui l'avait accueilli. Il s'agit d'un Soudanais déjà condamné pour des faits de violence. Clément Gauvin. Devant le centre d'accueil des réfugiés et demandeurs d'asile de Pau, des hommages discrets, mais remplis d'émotions à l'employé tué sur son lieu de travail. Hier matin, un homme de 38 ans d'origine soudanaise se présente peu après 10 heures et demande à rencontrer l'un des responsables. Ce dernier vient à sa rencontre
et lui demande de quitter les lieux pour des raisons sanitaires. Le demandeur d'asile le suit alors dans son bureau et le poignarde mortellement. Les premières constatations réalisées par le médecin légiste laissaient apparaître 13 plaies provenant d'un objet piquant et tranchant sur le corps de la victime et principalement sur le thorax. Alertés par les cris, 2 employés parviennent à maîtriser l'agresseur. Interpellé quelques minutes plus tard par les forces de l'ordre, il était déjà connu des services de police pour des faits de violence et était sous la menace d'une expulsion du territoire depuis plusieurs mois. Le gardé à vue a reconnu être l'auteur des faits. Il expose avoir souhaité obtenir de la structure et donc de la victime un papier à l'attention de l'OFPRA afin de permettre son maintien sur le territoire national et de sortir de sa situation matérielle précaire. Il évoque la crainte d'avoir dû retourner au Soudan en raison des guerres locales qui ont valu son déplacement vers l'Europe. Placé en garde à vue pour assassinat, il sera présenté demain à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. Les motards sont au colère. Aujourd'hui, ils manifestent dans plusieurs grandes villes de France. C'est le cas notamment sur ces images que vous voyez de Paris, où plusieurs milliers d'entre eux sont réunis pour réclamer la légalisation de la circulation interfile. Des expérimentations ont été menées pendant 5 ans. Elles ont jugé décevante cette expérimentation. Le nombre d'accidents de 2 roues a augmenté de 12% sur les routes concernées. Résultat, cette circulation interfile reste un déplacement par la droite passible de 135 € d'amende et de 3 points de retrait sur le permis de conduire. Restez avec nous sur BFM TV dans un instant. On revient sur la situation à Nice et plus globalement dans les Alpes-Maritimes avec la menace peut-être d'un nouveau confinement localisé. Olivier Véran se laisse 48 heures pour prendre cette décision. Qu'en est-il de la situation sur place? On fera le point avec notre invité. À tout de suite. Enfiler un uniforme. Ou pas. Courir dans tous les sens. Ou rester immobile. Faire des gestes maîtrisés. Ou un peu moins maîtrisé. Se coucher tard. Se lever tôt. Savoir viser. Très très bien visé. Fermer plus tôt. Ouvrir plus grand. Porter un masque. Vraiment le porter. En restant chacun mobilisé, nous serons plus forts ensemble. Autohéros, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu? Vous commandez. Autohéros livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. Autohéros, achetez votre voiture facilement en ligne. Ce mardi, jackpot Euromillions de 210 millions d'euros. Bon. C'est pas une somme à prendre à la légère. Faut réfléchir là. Ouais. Faut réfléchir beaucoup. Je vais vous faire une confidence. J'ai été en situation de surpoids et j'ai même franchi la barre des 100 kilos. Et grâce à Comme J'aime, en 6 mois, j'ai retrouvé mon poids de forme. Et oui, on peut rapidement franchir les limites de l'obésité. En 20 ans, l'obésité a presque doublé aux États-Unis. Et saviez-vous qu'en France, elle a augmenté de 76,4% en seulement 15 ans. Alors calculez gratuitement votre IMC pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité. Rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Ce joueur de tennis professionnel est là pour attirer votre attention. Alors que nous vous informons qu'eToro vous permet d'investir dans les actions des plus grandes bourses au monde, sans payer de commission. Avantage eToro. Autour du boss, une équipe de choc pour le casse du siècle. Trésor de casse, nouvelle saison inédite, mardi à 21h05 sur RMC Découverte, Canal 24. Vendez votre voiture.fr.
Vendre une voiture, c'est possible depuis chez vous et en toute sécurité. Entrez simplement les informations de votre voiture en ligne et recevez directement le prix de vente final. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Pour moi, il n'y a pas mieux pour vendre sa voiture. Allez sur www.vendezvotrevoiture.fr. Alléger ses mensualités de crédit, ça détend. Vous avez trop de crédit? Rendez-vous sur eddy.fr. Regroupez vos crédits et faites baisser vos mensualités jusqu'à 60%. Trop de crédit? Pensez Eddy. Il y a un geste qui me manque, moi, c'est de serrer ma maman dans mes bras, c'est de voir mes parents, c'est d'embrasser mes sœurs. Donc si pour cela je dois me faire vacciner, eh ben, je vais le faire. Et je le ferai dès demain si je peux. Faites-vous vacciner, ça sauvera des vies et nous on récupérera la nôtre. « 16h46 sur BFM TV. La tendance n'est pas bonne depuis 3 jours. Ce sont les mots du ministre de la Santé, Olivier Véran, en déplacement aujourd'hui à Nice et dans les Alpes-Maritimes. Un mauvais signe et même dans toute l'Europe. C'est l'avertissement donné aujourd'hui avec cette situation particulièrement alarmante dans les Alpes-Maritimes. Le ministre réfléchit d'ailleurs à l'hypothèse d'un confinement local. Thibaut Cheminant avec Emma Arnaud. Dans quelques instants, Olivier Véran s'apprête à rencontrer un miraculé du Covid. Un chirurgien ORL aujourd'hui retraité, contaminé le 22 novembre dernier et qui est depuis toujours à l'hôpital. Est-ce que vous êtes sorti de réanimation? Au bout de 46 jours, le 22 janvier. 46 jours de réanimation. Et puis avec trachéo. 5 semaines d'intubation sous sédation, 15 jours de trachéotomie avec un accident lors de la première décanulation. Donc on m'a réendormi. Un ministre au chevet des malades, mais aussi des soignants. Le département des Alpes-Maritimes a le taux d'incidence le plus élevé de France métropolitaine. Les services de cet hôpital de Nice sont actuellement saturés. La situation maintenant est tendue, effectivement. On a déjà augmenté nos capacités. On a quasiment doublé, même plus, nos lits de réanimation totale sur le département, dont plus de la moitié qui sont au CHU. Pour juguler la flambée de l'épidémie, Olivier Véran ne cache pas vouloir mettre en place des mesures plus drastiques dans ce département. Des décisions seront prises avant la fin du week-end. Le confinement local est évidemment une hypothèse qui est sur la table. La preuve, je viens d'en parler, le maire s'est dit ouvert à cette hypothèse. Quand vous êtes dans une situation comme celle que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, vous êtes fondé à prendre des décisions qui sont plus territorialisées. Alors que dans d'autres territoires où le virus circule moins, eh bien, les règles n'ont pas à forcément être les mêmes que là où ça circule beaucoup. Un confinement localisé, une mesure saluée par les soignants, à condition que celui-ci dure au moins 15 jours. Le seul moyen, selon eux, pour désengorger les services de réanimation et faire souffler un peu le personnel hospitalier. Alors que faut-il faire? Un week-end de réflexion pour le ministre de la Santé. Un confinement local, ça implique d'autres mesures comme l'interdiction de déplacement, par exemple, donc entre cette région et d'autres. Évidemment, il y a la question des habitants de la région qui se pose, mais aussi de tous les autres Français, avec le risque que peut-être Nice devienne le Mulhouse du printemps dernier. L'analyse de notre invitée Véronique Mondin, infectiologue au CHU de l'Archet et membre du Conseil scientifique des Alpes-Maritimes. Ça fait partie des hypothèses de travail. Nous, en tant que conseil scientifique, que médecins, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes de moins en moins favorables à la restriction d'un certain nombre de libertés, notamment au confinement, qui fait vraisemblablement plus de conséquences et de dégâts que d'effets bénéfiques. Bien évidemment, il faut faire attention à faire en sorte que les gens soient les plus raisonnables possibles par rapport à leurs allées-venues. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de voir que les vacances arrivent et qu'il serait déraisonnable que des personnes d'autres régions viennent à Nice parce qu'effectivement, pourquoi aller dans une région avec une très forte incidence si ce n'est prendre un risque à ce moment-là? En revanche, pour les Niçois, je pense que voilà, il faut leur laisser un petit peu leur marge de manœuvre dans la limite, bien évidemment, de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire que tout le monde soit très attentif au respect des gestes barrières et bien peser le pour et le contre des conséquences en termes de santé publique. Moi, il m'a semblé plutôt intéressant de parler des autres mesures qu'il a annoncées. Et on le remercie d'être venu justement pour rencontrer les équipes médicales, voir tout le travail qui a été fait ici d'adaptation vraiment de notre
périmètre médical avec tous les établissements privés et publics qu'on a pu mettre en place, et puis surtout nous apporter peut-être de bonnes nouvelles par rapport à l'augmentation de la distribution des vaccins dans notre région, parce que c'est ça qu'on attend. C'est vrai que la ville de Nice s'est équipée d'un grand nombre de centres de vaccination très bien organisés, et malheureusement aujourd'hui pas en capacité d'honorer des rendez-vous qui pourraient être donnés. Donc je pense qu'il est fondamental qu'on mette l'accent sur la vaccination dans notre région. Mais les vaccins, pour le coup, c'est ce que tous les territoires attendent. Alors oui, Olivier Véran a promis plus de doses, quelques milliers de doses dès lundi, mais ça ne va pas suffire à casser l'épidémie sur le court terme. En tout cas, est-ce qu'il n'y a pas urgence, selon vous? Est-ce qu'on peut rester sur un statu quo au niveau des règles et des contraintes sanitaires? Et quelle est la situation dans les hôpitaux, très concrètement? La situation dans les hôpitaux, concrètement, elle est effectivement très tendue puisqu'on arrive à saturation et des services de réanimation et des services de médecine. Cependant, on arrive quand même à trouver des réponses puisque là, à l'heure où je vous parle, la décision a été prise hier d'augmenter encore le nombre de lits avec 4 lits de réanimation qui vont ouvrir lundi et 4 lits de soins intensifs et 8 lits de médecine qui vont ouvrir également. D'autres établissements privés qui aussi font un petit peu de place pour pouvoir prendre ces patients. Donc il y a une certaine réponse, mais vous considérez bien qu'à l'échelle des Alpes-Maritimes, finalement, c'est 350 patients qui sont hospitalisés, réa comprises. Et donc c'est vrai que pour offrir les soins optimaux à ces patients-là, il faut qu'on trouve des solutions qui ne soient pas des solutions qui empêchent la vie des 350 000 patients qui habitent aussi dans la métropole. Donc en fait, l'idée, c'est de trouver le juste équilibre entre l'offre médicale et comment on peut y pourvoir, et en même temps la limitation au maximum de l'épidémie. Pour conclure, très brièvement, Véronique Mondin, il y a aussi cet aspect des choses qui inquiète un peu partout sur le territoire, c'est la progression des variants. Quelle est la situation dans les Alpes-Maritimes à l'heure actuelle dans les hôpitaux ? Elle est un petit peu celle qu'elle est partout en France, c'est-à-dire qu'on estime aujourd'hui qu'on a à peu près 36% de variants anglais et très peu, peut-être 2% de variants brésiliens et sud-africains. Bien sûr, les chiffres changent tous les jours. Donc, ce que je vous dis, c'est la situation aujourd'hui. Ça va progresser vraisemblablement. C'est pour ça que d'autres mesures sont prises, comme celle d'augmenter la période de limitation, de précaution à 10 jours par rapport aux personnes qui sont contaminées. Et ça, c'est important aussi. 16h52, merci de nous avoir suivis cet après-midi. Retrouvez dans un instant Ronald Guintranche pour 7 jours. BFM, quant à nous, on vous donne rendez-vous demain à 14h. Bonne fin de journée.